Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme du bac. Comment expliquer les crises financières et surtout comment on essaie de les réguler. C'est un chapitre super important, alors on va le décortiquer ensemble pour que tout soit clair. Allez, on commence fort avec cette photo hyper connue. C'est le Jeudi noir de 1929. Une image qui nous plonge direct dans le sujet. Et la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est mais comment est-ce que ça arrive, ces véritables tremblements de terre économiques? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les éviter? Bon, pour comprendre, il faut remonter à la source. Et bien souvent, à l'origine d'une crise, on trouve ce qu'on appelle une bulle spéculative. On va regarder ça de plus près. Alors, une crise financière, c'est quoi exactement? Pour faire simple, c'est comme une énorme panne dans le moteur de l'économie, là où l'épargne des uns est censée financer les investissements des autres. Et forcément, quand le moteur lâche, les conséquences peuvent être catastrophiques. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène récent. Pour vous donner une idée, il faut remonter jusqu'au XVIIe siècle en Hollande, où les gens sont devenus complètement fous avec des bulbes de tulipes. C'est l'une des toutes premières bulles spéculatives dont on ait la trace. Ça nous amène donc à la définition de ce concept clé. Une bulle spéculative, c'est quand le prix d'un actif, que ce soit une action, un bien immobilier ou même une tulipe, se met à grimper, 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 jusqu'à être complètement déconnecté de sa valeur réelle. Le prix n'est plus tiré que par l'espoir de revendre encore plus cher demain, c'est de la pure spéculation. En fait, une bulle, ça suit un scénario presque toujours identique qui repose sur la psychologie humaine. Tout commence avec de l'optimisme, puis vient le comportement moutonnier, tout le monde se met à acheter parce que tout le monde achète, ça fait monter les prix, ce qui confirme l'idée de départ, c'est une prophétie autoréalisatrice, et puis un jour, la confiance se brise, et là, c'est la panique, le crash. C'est John Maynard Keynes qui a parfaitement résumé ce comportement grégaire avec sa célèbre métaphore du concours de beauté. Il disait qu'en finance, le but n'est pas de choisir l'action qu'on trouve la plus belle, mais celle que l'on pense que les autres vont trouver la plus belle. Tout est dans l'anticipation du comportement des autres. Et donc, que se passe-t-il le jour où la bulle éclate? C'est un peu comme si la musique s'arrêtait d'un coup dans une fête. Le problème, c'est que les dégâts ne se limitent pas du tout à Wall Street, ils se propagent à ce qu'on appelle l'économie réelle. Et l'impact, il est vraiment dévastateur. Regardez ces graphiques. Que ce soit pour la crise de 1929 ou celle de 2008, c'est le même scénario noir. Le PIB, c'est-à-dire la production de richesse, s'effondre et la courbe du chômage, elle, explose. Le premier mécanisme de transmission, c'est ce qu'on appelle l'effet de richesse négatif, en l'occurrence. C'est simple, quand les actions ou l'immobilier perdent de la valeur, les ménages se sentent plus pauvres. Du coup, ils serrent la ceinture, consomment moins, et ça freine toute l'économie. Ce schéma le montre très bien. On voit cette chaîne de conséquences. La valeur des actifs qui chute, ça diminue la richesse des ménages, et paf, ça entraîne une baisse de la consommation. Et comme la consommation, c'est le principal moteur de l'économie, tout le système ralentit. Le deuxième canal de contagion, c'est la contraction du crédit, ou credit crunch en anglais. Là, ce sont les banques qui sont en première ligne. Comme elles ont subi des pertes, elles deviennent hyper frileuses. Elles ferment le robinet du crédit et ça asphyxie les entreprises et les ménages qui en ont besoin pour investir et consommer. Alors, face à ce risque de contagion qui peut tout emporter, la grande question pour les pouvoirs publics, c'est comment on fait pour réguler tout ça? Comment construire des sortes de pare-feux pour éviter que la prochaine étincelle ne déclenche un incendie général? C'est vraiment la question centrale pour les décideurs politiques après chaque crise. Comment faire pour empêcher que la catastrophe se reproduise? C'est un défi immense dont dépend la stabilité de toute notre économie. Un des problèmes majeurs auxquels les régulateurs font face, c'est ce qu'on appelle l'aléa moral. L'idée, c'est que si une banque sait qu'en cas de pépin, l'État viendra la sauver parce qu'elle est trop grosse pour faire faillite, eh bien, elle n'a plus vraiment de raison d'être prudente. Elle est incitée à prendre des risques démesurés. Et ce dessin de presse le résume parfaitement. Vous avez le contribuable, le super taxpayer, qui est obligé de tenir à bout de bras une banque qui s'effondre. C'est tout le dilemme du too big to fail. Les banques privatisent les profits mais socialisent les pertes. Et pour compliquer encore la tâche, il y a le développement de ce qu'on nomme le shadow banking, ou la finance de l'ombre. Ce sont des institutions financières qui font un peu le même métier que les banques, mais sans être soumises aux mêmes règles strictes. Elles sont beaucoup moins transparentes, plus risquées, et elles ont eu un rôle énorme dans la crise de 2008. Bon, face à tous ces risques, les régulateurs ne sont pas restés les bras croisés, évidemment. Ils ont mis en place une sorte de boîte à outils. Dedans, on trouve quoi? D'abord, la supervision bancaire. Les banques centrales surveillent les banques de très près. Ensuite, des exigences de fonds propres plus élevées. On oblige les banques à avoir plus de capital pour pouvoir encaisser les chocs. Et enfin,
le rôle de la Banque centrale comme prêteur en dernier ressort pour éviter la panique. Ok, maintenant qu'on a vu toute la théorie, passons à la pratique. Objectif bac, comment on se sert de toutes ces connaissances pour analyser un document, le jour de l'épreuve. Mettez-vous en situation. Vous êtes au bac et ce document tombe. Qu'est-ce qu'on voit? Un graphique qui montre l'évolution des prix de l'immobilier. On voit tout de suite une envolée spectaculaire, notamment aux États-Unis et en Espagne, suivie d'un effondrement. C'est la signature d'une bulle immobilière juste avant 2008. La méthode pour cartonner au bac est toujours la même, en 3 temps. 1. On identifie, on décrit ce qu'on voit, les tendances, les points clés. Les prix grimpent puis s'effondrent. 2. On analyse. Là, on mobilise le cours, on fait le lien avec les notions de bulle spéculative, de crédit subprime, etc. Et 3. On argumente. On construit un raisonnement structuré qui explique comment cette bulle a mené à la crise. Allez, pour finir, on synthétise tout ça. Rien de tel qu'un bon schéma pour que tout soit bien clair dans votre tête. Regardez, ce schéma, c'est la synthèse parfaite du chapitre. Il résume tout notre parcours. On part des causes des crises, comme les bulles et l'endettement, on voit ensuite leurs conséquences sur l'économie réelle, et enfin, les réponses apportées par la régulation. Si vous maîtrisez ce schéma, vous avez vraiment l'essentiel du chapitre. Et on termine avec une question pour ouvrir le débat, une question qui est loin d'être tranchée aujourd'hui. Est-ce que toutes ces nouvelles régulations ont vraiment réussi à calmer la finance, ou est-ce que la prochaine grande crise n'est qu'une question de temps? La réflexion reste ouverte. Voilà, merci d'avoir suivi cette séance de révision et surtout bon courage pour vos préparations.